Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent au Paris-Saclay Summit pour cette deuxième session de la salle Alan Turing. Alors, connaître les génomes du vivant, pourquoi faire ? Julia Jong a connu dès le début de sa carrière l'enthousiasme suscité par l'outil d'édition génétique CRISPR qui, on le sait, a valu à la chercheuse française Emmanuelle Charpentier un prix Nobel en 2020. Dans son laboratoire aux États-Unis, Jong s'est plongée dans la modification de chacun des 20 000 gènes du génome humain, puis elle a observé ce qu'il se passait. Le but ultime de sa recherche est de pouvoir fabriquer n'importe quel type de cellules de manière très contrôlée. Elle nous en parle tout de suite dans un échange de haute volée avec Victoria Guérin, journaliste au Point, et sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour Julia, merci infiniment d'être parmi nous ce matin. Vous venez donc du MIT, comme on vient de le rappeler. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et que vous nous racontiez, vous avez grandi à Taïwan et vous avez passé une partie de votre enfance à jouer au Go. Qu'est-ce que le Go vous a appris ? C'est une école de la vie, le jeu de Go, Julia ? So from my time in playing Go, I've learned a lot of things about life that I've applied to my research. For example, while I was playing Go, I had to learn independently. And that sort of skill to be able to learn independently really applied to research. The other main thing that I learned while playing Go was not to be afraid of failure. As we all know in research, there are many experiments that fail along the way to reach our final goal. So those skills from Go, I would say, have translated to my research and life. Lorsqu'en 2017, l'un des meilleurs joueurs au monde de Go se fait battre par l'intelligence artificielle, vous êtes soulagé. Et pour vous, c'est la fin du mystère aux innombrables combinaisons possibles. Racontez-nous un peu ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Yes, so actually the very first Go player that, professional Go player that AlphaGo had beat, Le Sedol, I have a lot of his books from my childhood. I used to study his games when I was a child. And it was at the same time both relief that I had not continued pursuing Go, and the other thing was that it was sort of an aha moment in AI where something that we thought was completely impossible. So when I was playing Go, it was thought to be impossible for the computer to solve Go. And when AlphaGo finally beat Lee Sedol the first time, that was sort of very much a highlight, actually, to see the promise in AI at that time. Plus fort que le Go, la génétique. Vous entrez au Broad Institute à Cambridge, dans le Massachusetts, dans le laboratoire du neuroscientifique et généticien Feng Zhang, reconnu pour ses résultats pionniers dans le domaine de l'édition génomique. Édition génomique, donc cette technique qui permet d'effectuer des modifications génétiques ciblées dans tout type de cellules, des outils qui existent depuis les années 80, mais qui ont été révolutionnés, comme on l'a dit tout à l'heure, par la création par Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna des fameux ciseaux CRISPR, qui sont à la fois très simples d'utilisation et moins coûteux. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur cette méthode et ce qu'elle a suscité chez vous ? Vous arrivez à l'Institut à peu près au moment où Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna font cette découverte, créent ces ciseaux. So that was an amazing time in the CRISPR field because at the time, people had just started studying how we can use these essentially bacterial defense systems ces systèmes de défense bactériens for human genome editing. Sur le génome humain. You know, it was a very exciting time because everyone around the world have just become to realize how powerful this type of tool is. Conscience de toute la puissance de ce genre d'outil. Par exemple, the main thing that makes CRISPR such a une des raisons pour laquelle versatile tool is that because
because it was designed to target many different types of viruses that the bacteria had to defend against, it is very easy to change where exactly CRISPR is targeting in the human genome. So, for example, in the human genome, there are about 3 billion different bases. Il y a parfois 3 milliards these are all very different sequences, essentially, in the DNA. De séquences and the way CRISPR works is that you can take a 20-base sequence of mRNA, and by changing that 20 base per sequence, you can change exactly where CRISPR is targeting in the human genome. So we realized that this could be targeted to anywhere in the human genome so easily. That was like where the field sort of exploded. Everyone was in the lab all the time, every day. And, you know, I would say almost every week there would be a new paper coming out on making new discoveries. For example, different proteins, different types of CRISPR proteins that do different functions. And all these sort of things, that was very, very exciting. De nombreuses découvertes vraiment enthousiasmantes. Les méthodes actuelles de fabrication de cellules en laboratoire sont souvent inefficaces, non spécifiques. Donc aujourd'hui, au Whitehead Labo, vous êtes en train de cartographier, de faire un plan du génome humain, de façon à analyser plus facilement notre capacité à fabriquer tout type de cellules. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus spécifiquement du travail que vous faites aujourd'hui? So in development, we start from a single cell that eventually produces an entire human body. Now, the way that one single cell eventually becomes so many different types of cells, for example, brain cells, heart cells, liver cells, is through a series of different changes in which of the 20,000 proteins are expressed at the time. And the sort of the sequence of expression dynamics for these type of proteins is controlled by something called transcription factors. So transcription factors are sort of a very specialized subset. Très spécialisé, très spécifique. C'est un ensemble de protéines qui peuvent contrôler la réaction, le comportement d'autres protéines. Ce sont des facteurs de transcription. Et ils peuvent déterminer ce que va devenir une cellule. Par exemple, si ça va devenir un neurone ou une cellule cardiovasculaire. Et donc on peut se servir de ces facteurs de transcription pour développer un guide pour comprendre comment telle ou telle cellule se transforme en tel ou tel type de cellule. Et pour pouvoir ensuite produire ces cellules de la meilleure manière possible. Et pourquoi est-ce important de cartographier et d'avoir une sorte de map en fait de ces gènes pour travailler ensuite sur la modification? Right. So, eh bien, par exemple, si on est capable de produire n'importe quel type de cellule, comme on le souhaite, ça peut être très utile pour plusieurs raisons. Déjà pour la modélisation des cellules et ensuite pour la thérapie par les cellules. On peut se servir des cellules d'abord comme d'un modèle pour comprendre comment apparaissent certaines maladies ou pour tester des médicaments. Donc ça, c'est la modélisation. Et on peut aussi se servir des cellules dans les thérapies. Dans certaines maladies, on peut voir que certaines cellules sont absentes. Certains types de cellules, par exemple, ça peut engendrer un manque de dopamine. Et ce qu'on peut faire, donc, c'est créer une cellule qui va produire de la dopamine pour contrer une maladie. Être en mesure de produire ces cellules, c'est très important pour la modélisation et pour la thérapie. Actuellement, nous rencontrons un problème. Nous ne sommes pas encore capables de produire certains types de cellules de manière efficace ou fiable. Et donc, avoir un guide avec tous ces facteurs de transcription
Ça serait révolutionnaire. Ça nous permettrait de produire n'importe quel type de cellule. Quelles sont les principales questions éthiques à prendre en compte lorsqu'on utilise des outils comme CRISPR ou lors de la modification génétique en règle générale? Un des principaux avantages de CRISPR, c'est qu'une fois que vous avez fait une modification, elle reste dans l'ADN. Et il faut aussi le garder à l'esprit parce que ce changement est permanent. Quand on change quelque chose avec CRISPR dans l'ADN, ça va rester dans l'ADN pour le reste de la vie de cette cellule. Et dans certains cas, ça peut être très problématique, très inquiétant. Parce que, par exemple, dans une bactérie, eh bien, si on fait une modification, ça va continuer, ça va se passer de génération en génération. Comme souvent, qui dit révolution, et là, c'en est une, dit dérive. Et on a tous en tête, en 2018, ce généticien qui avait défrayé la chronique en Chine en modifiant in vitro les embryons de 2 jumelles, Lulu et Nana. Il y a eu Amy 1 an après. Comment réglementer, comment contrôler ces opérations-là? Est-ce que vous, en tant que chercheuse, vous avez cette réflexion sur le contrôle de ces opérations? Dans la science, on doit toujours suivre des règles et des lignes de conduite, des choses qu'on peut faire ou ne pas faire dans des laboratoires. Donc, aux États-Unis, par exemple, la ligne de conduite est très stricte. On ne peut pas créer un embryo dans un laboratoire au-delà de 14 jours. On ne peut pas garder un embryo au-delà de 14 jours dans un laboratoire pour des raisons éthiques. Même chose avec CRISPR. On peut mettre en place des règles selon lesquelles on ne peut pas, par exemple, modifier des germes aux États-Unis. C'est le cas aux États-Unis. Et ça arrive que certains chercheurs ne respectent pas ces règles. Ça a été le cas avec Lulu et Nana. Mais j'espère qu'en discutant de tout ça, les réglementations nécessaires seront mises en place parce que dans la science, on peut respecter ce genre de règles. En règle générale, quelle devrait être la place accordée à ces questions éthiques dans la science et la recherche sur les progrès scientifiques? Je pense que même au tout début de CRISPR, quand on s'est rendu compte de la puissance de cet outil sur l'ADN, tout de suite, tout le monde a commencé à discuter des questions éthiques, comment est-ce qu'on peut éviter certains problèmes. Je pense qu'il est judicieux d'y réfléchir à l'avance, d'imaginer ce qui pourrait se produire pour s'en occuper dès le départ, aussitôt que possible, pour éviter des dérives. Évidemment, quand on met en place des règles très tôt, on limite l'innovation. Mais je pense que c'est important d'avoir ces règles très tôt pour éviter que les scientifiques ne perdent la confiance du public. Est-ce que dans votre secteur, la biotechnologie, ces questions éthiques sont suffisamment intégrées dans le processus de recherche, selon vous? Actuellement, pour ce qui est des États-Unis, c'est ce que je connais, donc c'est ce dont je peux parler. Je pense qu'actuellement, en l'état actuel des choses, c'est bien intégré dans le processus de recherche, effectivement. Si on revient du coup sur cette cartographie que vous êtes en train de faire, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes et quels sont les enjeux demain de votre travail? Right. So,
Oui, avec les facteurs de transcription, la cartographie des facteurs de transcription, eh bien, nous avons presque 2000 facteurs de transcription chez l'humain. Et ils ont différents effets, différentes conséquences. Dans ma recherche, j'ai d'abord commencé à étudier les cellules souches, donc un type de cellule. Et pour l'instant, on a réussi à cartographier certaines de ces cellules souches. Mais évidemment, dans le corps humain, il y a bien plus de types de cellules. Donc on est parti d'un type de cellule, mais il y en a encore bien d'autres sur lesquels nous aimerions travailler. Et autre domaine, c'est la combinaison des facteurs de transcription. C'est un domaine sur lequel on travaille. Ces facteurs de transcription peuvent parfois travailler ensemble pour créer certaines cellules, pour obtenir une cellule finale. C'est un processus dynamique, avec donc une combinaison de facteurs de transcription. Pour le moment, nous n'avons pas encore tout étudié, mais nous avons étudié seulement un type de facteur de transcription, mais il sera important aussi de s'intéresser à ces combinaisons de facteurs de transcription, de voir comment ils interagissent. Merci. Et enfin, dernière question, est-ce que vous jouez toujours au Go ? Et quel est le lien, en fait, quel lien vous pouvez faire entre votre passé, vous étiez semi-pro, je crois, et votre travail actuel sur les gènes? Il y a toujours cette histoire de combinaison qui... Quand j'ai commencé la recherche en biologie, j'ai arrêté de jouer au Go, j'ai pris ma retraite parce que je me rendais compte que mes deux activités prenaient toutes les deux beaucoup de temps, d'apprentissage, et je ne pouvais pas être bonne dans les deux. Donc j'ai décidé de prendre ma retraite du Go pour me concentrer sur la recherche scientifique. Évidemment, comme j'ai pu le dire, ça m'a aidé à apprendre par moi-même et à gérer l'échec. Et ces compétences, je les retrouve dans la science. Par ailleurs, comme je l'ai dit, c'est toute une histoire de combinaison. Le Go est un jeu très complexe. Les possibilités sont presque infinies, les combinaisons sont presque infinies. Et c'est pour ça qu'on pensait qu'un ordinateur ne pourrait jamais résoudre ces combinaisons. Et donc tout est une question de logique. Et c'est aussi ce qu'on retrouve avec les facteurs de transcription, toutes ces combinaisons possibles, ces facteurs qui travaillent ensemble pour produire les cellules qui nous intéressent. Donc comment est-ce qu'on peut se servir de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on a appris, par exemple avec l'intelligence artificielle qui a réussi à jouer au Go? Comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer pour ensuite déterminer quels facteurs de transcription produisent quel type de cellules, pour faire avancer nos connaissances pour la fabrication de cellules? C'est ce que j'espère pour l'avenir. Oui, j'allais y venir justement. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut vous aider cette fois-ci dans votre travail de génétique? Est-ce que vous avez des pistes de ce point de vue-là? Je pense que c'est là qu'on va aujourd'hui. Et j'ai vu qu'on a réussi à découvrir comment est-ce que certaines protéines se pliaient les unes avec les autres. Et c'est très intéressant, le système CRISPR, parce que ça nous permet de prédire cela. Et notamment la structure des protéines, c'est un domaine qui m'intéresse tout particulièrement. Et je pense que pour les secteurs de transcription, on peut faire la même chose. On pourrait utiliser l'intelligence artificielle, comme ils l'ont fait eux, pour prédire comment les choses vont se développer. Et on peut choisir quel facteur de transcription on va utiliser pour atteindre l'objectif que l'on veut. Mais il y a encore un fossé en termes de données. Il nous manque des informations. On a besoin de plus d'informations sur les vecteurs de transcription pour pouvoir comprendre comment ils se combinent, qu'est-ce qu'ils font sur différents types de cellules, quelles actions ils ont. Et donc il y a encore besoin de travailler là-dessus pour comprendre comment cela va fonctionner. Ça, ce sera
vraiment les enjeux de demain. Merci beaucoup, Julia, pour cette intervention. Est-ce que... Merci, Julia. On peut l'applaudir déjà. Je vous ai fait peur. Victoria, je vous ai fait peur avec ma grosse voix. Alors, cher public, vous allez avoir le loisir, l'honneur, l'avantage. On va vous éclairer et on va vous faire passer un micro pour poser vos questions directement à notre invité, à notre expert. Qui se lance? J'ai vu qu'il y avait des jeunes. Allez, je suis sûr que ça a suscité quelques questions. Il y en a qui sont cachés au fond, hein, c'est le syndrome du fond du bus, je connais bien ça. Profitez de la présence de notre expert pour poser des questions, vraiment. Personne n'ose? Oui, on vous... Merci déjà à la courageuse quand même, on peut l'applaudir elle aussi. Oui, donc merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, j'avais une question sur si on regarde aussi l'impact de l'épigénétique sur finalement est-ce que vous utilisez aussi l'épigénétique dans votre finalement détermination du devenir d'une cellule, plus aussi que les facteurs de transcription? Merci. La réponse est oui, nous le faisons. On utilise, je ne veux pas rentrer trop dans des détails scientifiques, on utilise des scriptomes et de l'épigénome et pour déterminer quel facteur de transcription pourrait être utilisé et serait le plus utile en fonction du type de cellule finale. On utilise à la fois l'épigénétique et des modificateurs de facteurs de transcription pour effectuer des changements plus permanents sur les cellules. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, madame, on va vous donner le micro. Et je vais vous demander de vous lever qu'on vous voit bien. Quelles sont les lignées cellulaires que vous avez pu produire en étudiant la différenciation actuellement? Alors, parce que nous testons tous les facteurs de transcription, on a pu créer des cellules à partir des 3 de lignées embryoniques, donc de la peau, le muscle, le foie, même des cellules de placenta. Tout, en fait. On a réussi à travailler sur pas mal de cellules différentes. Je regarde dans le public. Oui, monsieur, on va vous donner un micro et je vais vous demander de vous lever. Pardon. Oui. Bonjour. Je voudrais savoir si vous utilisez une combinatoire aléatoire ou si vous avez des règles pour rajouter au fur et à mesure les facteurs de transcription, ou s'il y a quelque chose qui vous guide, hein, comme une plus forte pente ou quelque chose comme ça, hein, voilà, hein, ou si c'est on ne sait absolument rien et il faut c'est au petit bonheur la chance, quoi. Hein. Merci. Donc, on s'est rendu compte pendant nos études qu'on pouvait utiliser un système assez simple pour voir quel facteur de transcription on allait pouvoir utiliser pour chaque cellule. Donc, on peut partir de 2000 facteurs de transcription à environ 100, regarder quels facteurs de transcription sont déjà exprimés dans la cible. Et là, on arrive à 100. Et comment est-ce qu'on teste cela? Eh bien, en ce moment, on les teste toutes parce qu'on ne peut pas prédire quel facteur de transcription va être le bon. Et le travail que j'ai effectué lors de mon doctorat, c'est qu'on a trouvé une manière facile de les tester toutes en même temps. On a utilisé ce qu'on appelle le screening génétique,
qui nous permet de vérifier plusieurs centaines, voire milliers de facteurs de transcription en même temps. Il nous permet ensuite d'isoler les cellules qui nous intéressent et de rechercher ces facteurs de transcription qui ont créé cette cellule. Et c'est très utile. C'est pour ça que ça nous permet de créer une sorte de plan, parce que tout cela nous permet cela. Oui, madame, on va vous donner un micro, on va vous demander de vous lever. Merci beaucoup. Merci. On sait que la recherche est du temps long et je voulais savoir quand est-ce que cette révolution aurait un impact sur le bénéficiaire final, les patients ou ceux qui sont en errance de diagnostic. Merci. Dans le monde de la thérapie cellulaire, toutes les cellules que nous avons créées à partir de cellules souches ont commencé déjà à changer la vie des patients. L'un des essais les plus récents aux États-Unis, c'est un travail sur les neurones, des neurones spécifiques qu'on peut mettre dans le cerveau des patients épileptiques pour alléger les symptômes d'épilepsie de ces patients. Donc, en termes d'utilisation de ces cellules travaillées pour un traitement, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire. Maintenant, pour appliquer cette approche basée sur les facteurs de transcription pour créer de nouvelles cellules, là, je dirais qu'il nous faudrait encore quelques décennies avant qu'on arrive à vraiment atteindre les médecins. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je me demandais, et un collègue vous a déjà posé cette question un peu, qui est liée à l'éthique, parce que c'est vrai que pour les citoyens, c'est quelque chose qui est inquiétant. Mais on a des situations où des associations, des ONG posent des questions sur cette question éthique. Et comment est-ce que vous avez géré cette question? Oui, ma question c'est, est-ce que c'est difficile de gérer certaines situations où la recherche a été pointée du doigt en termes d'éthique par des associations ou autres? Et comment vous avez géré cette question? La situation de ma recherche, je n'ai pas eu de problème à gérer de ce type. Merci beaucoup. Mais bien évidemment, c'est difficile de savoir que notre recherche ne va pas être utilisée d'une manière qui n'est pas bonne ou que nous ne voudrions pas, mais nous ne pouvons pas le savoir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, bien, merci, bravo, merci beaucoup. Et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour parler chimie et changement climatique. Cette troisième session sera là encore en anglais, donc n'oubliez pas de récupérer votre casque et de repartir pour que les inscrits de la nouvelle section puissent s'installer dans le luxe, le calme et une certaine volupté. À tout de suite.